Bonjour et bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, on va parler des réflexes aquatiques. 3 réflexes qu'on a intégrés en IMP en 2026 dans le cursus de formation. Et je pense que c'est très important. Je me suis intéressé à ces réflexes aquatiques depuis 2 sources, enfin de 2 manières différentes. La première et la plus ancienne, c'est en étudiant avec Michel Audin, le célèbre docteur Michel Audin, l'obstétricien, qui a popularisé les naissances, alors à la base les naissances on va dire physiologiques, mais qui ont popularisé entre autres les naissances dans l'eau. Aujourd'hui peut-être que ça semble banal, même si ça se fait très rarement, mais on sait que ça existe. À l'époque ça a été une révolution. Michel Audin toute sa vie a travaillé autour de l'eau, l'importance de l'eau, la symbolique de l'eau, les bébés nageurs, les naissances dans l'eau, l'eau et la sexualité. Il a vraiment passé sa vie à explorer tout ce qui touche à l'eau. Il a défendu la théorie du singe aquatique, mais qu'il a rebaptisé la théorie du chimpanzé marin. Et il a vraiment écrit plusieurs livres sur le sujet. Et c'était passionnant de l'écouter, de parler du fait que notre rapport à l'eau est si important, qu'on vient de l'eau, que le bébé se développe dans l'eau, dans un milieu océanique, qu'il peut naître dans l'eau pour une certaine transition sans aucun danger, que les femmes vont donner naissance plus facilement dans l'eau ou à proximité de l'eau. Bref, c'est là que j'ai compris le lien qu'il y avait entre l'eau, l'humain, le monde aquatique, la sexualité, la naissance. J'ai appris tout un tas de choses. Ça date d'il y a très longtemps, puisque les livres, je me rappelle, j'étais tout jeune quand j'ai lu le premier livre de Michel Audin sur l'eau, le monde aquatique, les bébés nageurs, etc. J'étais encore dans la vingtaine, peut-être 28 ans, quelque chose comme ça. Donc ça remonte un petit peu à une trentaine d'années. Et c'est quelque chose qui m'a passionné du coup. C'est quelque chose qui m'a passionné, évidemment, et qui m'a intéressé à développer par rapport à la naissance de ma fille, de ma seconde fille. Parce que la première, je l'ai adoptée quand elle avait 4 ans, donc j'avais pas de, entre guillemets, projet de naissance par rapport à la première. Mais pour la seconde, oui, donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec la mère de ma fille, etc. De mes filles. Donc voilà. Et puis plus tard, alors je dis plus tard, mais toute ma vie, je me suis aussi intéressé à la respiration. Et quand je dis toute ma vie, parfois on exagère un peu, mais j'ai retrouvé le premier livre que j'avais sur le sujet. J'avais 10 ans exactement, hein, il y a encore écrit mon nom dessus. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à pratiquer des exercices de respiration. Alors, de manière très très sobre, et j'avais un livre qui parlait de ça, et je me suis mis à pratiquer des exercices de respiration. Puis ça s'est développé plus tard, à 15-16 ans. À 15-16 ans, je me suis intéressé plus à tout ce qui est relaxation, relaxation dynamique, un certain nombre de choses. Je me rappelle qu'à 17-18 ans, j'animais des groupes de relaxation et d'auto-hypnose, des choses comme ça. Disons que ça m'était arrivé de le faire. Et puis voilà, après je me suis intéressé à différentes choses, et puis tout au long de ma vie, j'ai pas étudié de manière acharnée la respiration, etc. Et je le regrette aujourd'hui, mais c'est toujours quelque chose que j'ai eu dans la tête sans vraiment le développer à fond. Et puis plus tard, je me suis intéressé, comme tout le monde, à la méditation pleine conscience. Mais ça m'a pas convenu. J'ai pratiqué pendant des années la méditation pleine conscience en essayant de m'astreindre à méditer, mais ça m'a pas convenu jusqu'à temps que je développe plus, et c'est là où les choses commencent à devenir plus intéressantes par rapport au sujet d'aujourd'hui, à la variabilité de la fréquence cardiaque.
VFC en français, variabilité de la fréquence cardiaque, qui est souvent plus connu sous le nom en anglais HRV, Heart Rate Variability, HRV, variabilité de la fréquence cardiaque en français, et où on nous dit que si on mesure nos pulsations cardiaques et qu'on respire d'une certaine manière, on peut modifier les pulsations cardiaques. Une des méthodes les plus connues à ce titre-là, c'est la cohérence cardiaque, qui nous dit que si on respire à inspire 5, expire 5, en général c'est ce qu'on dit, eh bien ça met le cœur dans une cohérence cardiaque où il va mieux réagir et être dans un état optimal. Mais je ne me suis pas contenté d'entendre parler de ça, hein. Vous allez comprendre pourquoi les réflexes aquatiques arrivent, hein, mais tout ça est lié. Je ne me suis pas contenté de m'intéresser à ça, encore faut-il que je le vérifie. Je suis du genre à vouloir vérifier. Donc j'ai testé différents dispositifs, appareils. Là, je pense qu'on est... je me revois à le faire vers les années 2000... Ouais, 2013, 2014, 2015, par là, je me suis intéressé plus sérieusement à tout ça. J'ai fait des trucs avant, j'ai entendu parler de la cohérence cardiaque avant, mais je ne le pratiquais pas de manière régulière. Bon, j'ai vraiment travaillé plutôt vers 2015, je dirais. Et là, je me suis aperçu que moi, c'était pas, et je tiens à le dire, 5, 5, inspire 5, expire 5, qui était ce qui me mettait en cohérence cardiaque. Parce que certaines personnes, ça peut être 5,5, 5,6, 6, 6,5, ça peut être différent, ce qui met les gens en cohérence cardiaque. La moyenne, c'est sans doute 5,5, mais c'est pas le cas chez tout le monde. Et ça peut être pas grand-chose, un dixième de seconde près, où ça fait toute la différence pour vous. Donc on pourrait se dire, évidemment, moi, j'ai voulu faire ça de manière scientifique, entre guillemets, et que si on s'écoute et qu'on laisse faire et qu'on laisse sa respiration se mettre en place toute seule avec l'observation et tout, mais ça fonctionne bien. Mais voilà, j'ai voulu tester, donc j'ai testé différents rythmes respiratoires jusqu'à trouver ça. Autre chose que je veux dire, quand j'étais petit, enfin pas quand j'étais petit, quand j'étais jeune ado, 12, 13, 14, 15 ans, je pratiquais la natation de manière régulière, même après, 2-3 fois par semaine, 2 fois par semaine, je crois, j'allais au club de natation. Et une de mes passions au club de natation, c'était de faire des longueurs sous l'eau. À l'époque, et et j'en suis bien, j'étais capable de faire 60 mètres sous l'eau, c'est-à-dire un aller-retour d'une piscine de 25 mètres, plus un tout petit plus, sans aucune technique, en faisant n'importe comment, mais c'était quelque chose que je faisais quand j'étais gamin. Et j'adorais m'amuser sous l'eau, mais je pense que tout le monde adorait faire ça, gamin, retenir sa respiration et s'amuser sous l'eau, c'est quelque chose que j'adorais. Après, j'ai aimé beaucoup tout ce qui était le milieu marin, et tout jeune, j'ai fait de la planche à voile, j'ai fait du bateau, tout le milieu marin m'a passionné, et l'eau. Et puis jeune, j'ai passé mon brevet de surveillant de baignade, hein. C'est pas maître nageur du tout, c'est pas maître nageur sauveteur, ça n'a rien à voir, c'est un truc hyper simple. Surveillant de baignade qui permet, en tant que moniteur de colonie de vacances, animateur de colonie de vacances, de surveiller les baignades des enfants. Voilà. Et donc j'ai fait ça, évidemment. J'ai fait surveillant de baignade à quelques reprises pendant des colonies de vacances, et puis aussi des classes de découverte, parce que c'était mon métier, animateur, à temps plein toute l'année, pas que pendant les périodes de vacances. Et j'ai enseigné la planche à voile, et j'ai passé le brevet pour pouvoir faire animateur en lien avec l'eau, la planche à voile, le bateau, etc. Voilà, ça c'était pour parler de mon lien avec aquatique. Et pourquoi c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, mais sans vraiment me lancer à fond dedans. Et puis, vous allez me dire, il y a eu le Grand Bleu, et évidemment, j'étais tout jeune quand il y a eu le Grand Bleu. Je crois que j'avais une vingtaine d'années quand il y a eu le Grand Bleu. Ouais, je devais avoir 22-23 ans. J'étais dans les années 80, je ne sais plus quand c'était exactement le Grand Bleu, mais il suffit de regarder. Et beaucoup de gens disent, ah, mais le Grand Bleu, c'est génial, ça donne envie de faire de l'apnée. Vous voyez bien les concours où ils vont le plus profond. Mais alors moi, alors pas du tout.
Je veux dire, la mer, oui, l'eau, le film, j'ai adoré. Comme tout le monde à l'époque, je l'ai vu plusieurs fois. Depuis, je l'ai revu quelques fois aussi. Voilà, c'est un grand classique. Mais moi, ça m'a plutôt fait peur qu'autre chose, quoi. Ça donne pas envie. Les gars, ils vont, ils vont mourir à aller sous l'eau. Non, ça m'a pas donné envie. Ce film m'a pas donné envie de faire de l'apnée, alors qu'il paraît que ça a donné la vocation à plein de gens de faire comme eux. Ça m'a pas vraiment non, incité à le faire. J'ai plutôt envie de dire au contraire, ça m'a plutôt fait peur. Voilà, et puis les choses s'en sont arrêtées là. Et puis, il y a quelques années, j'ai été attiré par la méthode Wim Hof, hein, où on prend des bains glacés. Et dans cette méthode Wim Hof, il y a des techniques de respiration. Donc là, je me suis mis à pratiquer ces techniques de respiration et j'étais assez vite frustré. Parce que, bah, bien sûr, j'avais appris des techniques de respiration déjà en faisant des arts martiaux, en faisant un peu de yoga ici ou là, d'essayer des techniques. Je vous ai dit, gamin, j'avais plusieurs bouquins, j'avais pratiqué un certain nombre de techniques à 10 ans, à l'adolescence et plus tard, et en faisant aussi évidemment toutes les respirations pour faire la cohérence cardiaque et la régulation de ma variabilité de la fréquence cardiaque, ce genre de choses. Mais rien de très poussé non plus, même si j'ai essayé plusieurs techniques de respiration, dont des techniques où on fait des techniques spéciales pendant 20 minutes par jour pour réguler le système nerveux, des machins, des trucs. Et puis, j'ai fait les techniques de la méthode Wim Hof, mais j'étais assez frustré. Je trouvais que c'était assez simpliste et il n'y avait pas grand-chose, en fin de compte, dans la méthode Wim Hof. Et c'est réel, hein. C'est beaucoup de... C'est chouette, ça entraîne plein de gens à faire des choses super et ça aide à guérir plein de gens de plein de choses, mais en fait, c'est assez simpliste comme méthode au niveau de ce qui est proposé. Et puis, je, je lis des livres sur le sujet, le froid, la méthode Wim Hof, etc. Et puis, j'entends parler du fait d'un prof de méthode Wim Hof qui cherche plus de techniques de respiration et qui entend parler du systéma et qui va suivre des cours de systéma. Et là, en systéma, il dit c'est extraordinaire, moi qui étais prof de la méthode Wim Hof, je croyais tout savoir sur les techniques de respiration. Et là, je découvre qu'en fait, je ne sais pas grand-chose et qu'en systéma, il y a des tonnes de techniques de respiration. Alors, moi, je me dis, tiens, allons explorer le systéma. Et avec beaucoup de chance, à côté de chez moi, il y a un club de systéma avec un super prof, Jean-Baptiste. Et là, effectivement, je découvre enfin, j'ai envie de dire vraiment enfin, des tonnes de techniques de respiration. Mais alors d'une manière qui me passionne particulièrement. Je vous explique. En général, on pratique la méditation, ou le yoga, ou la relaxation, pour faire face au stress de la vie quotidienne. Et il est avéré scientifiquement que pratiquer le yoga, que pratiquer la relaxation, que pratiquer la méditation pleine conscience au quotidien aide au niveau de la santé, aide au niveau d'être moins stressé, et ça apporte des bienfaits. Mais j'ai toujours trouvé que c'était théorique. Moi, dans la pratique, je peux pratiquer ces différentes techniques, mais quand il y a le stress, il y a le stress et il n'y a plus rien qui vaille. Je me laisse emporter, submerger par le stress. Parce que c'est une chose de s'asseoir, les jambes en tailleur, et Dieu sait si j'ai fait ça dans ma vie, la méditation, les jambes en tailleur, etc. Depuis tout gamin, mon père faisait ça quand j'étais petit, et j'ai récupéré ses bouquins, j'ai essayé de pratiquer les techniques de méditation, plus tard la méditation transcendantale, la méditation bouddhiste, la méditation ceci, plein de formes de méditation. Mais chez moi, ça ne procurait pas le bon effet. Un, pendant la méditation, je m'énerve, et deux, je n'en tire pas les bénéfices dans ma vie quotidienne. Et en particulier, c'est une chose, je disais, de se mettre les jambes croisées, de respirer tranquillement et d'obtenir un certain bienfait. C'en est un autre, d'arriver à transposer ça dans la vie quotidienne. Et sous stress, sous tension. On s'entraîne chez soi bien confortablement à respirer de manière détendue, mais quand arrive le stress, chez moi en tout cas, hein, et je pense chez la plupart des gens, il n'y a plus rien qui vaille, on est en stress et c'est tout. En systéma, on se met on apprend une technique de respiration ou de quoi que ce soit, et ensuite on se soumet un peu à un stress de plus en plus progressif pour apprendre à utiliser la technique sous stress. Évidemment, toujours dans le confort, toujours dans la sécurité, toujours j'ai la limite de dire stop, c'est trop pour moi.
mais je vais pouvoir tester ces différentes techniques de respiration, de détente dans la réalité, dans le dynamisme de la vie de tous les jours. Et là, c'est autre chose. On apprend à bouger, on apprend. Alors c'est un art martial, donc on va apprendre à se bagarrer, hein, en quelque sorte, à faire différentes techniques, mais toujours en gardant la posture, la respiration, la détente. C'est extraordinaire. Donc il y a des tonnes d'exercices et il y a des tonnes de techniques de respiration en marchant, au sol, plein de choses, et quelques techniques de respiration aussi d'apnée, où on travaille en apnée à retenir sa respiration. Et moi, ça faisait très longtemps, peut-être depuis que j'étais gamin, où j'ai pas pratiqué des techniques d'apnée, en fin de compte, de retenir sa respiration le plus longtemps possible, avec des exercices de récupération et tout. J'en avais fait un peu dans la méthode Wim Hof, mais dans la méthode Wim Hof, on fait de l'hyperventilation, et ensuite on fait des exercices d'apnée, des pompes ou des machins et des trucs en apnée, voilà. Donc il y avait déjà quelque chose. Mais en Systéma, on pousse le bouchon beaucoup plus loin. Tout est basé sur... Enfin, tout est basé. Et ça fait partie d'un des 4 piliers du Systéma, la respiration. Et là, je découvre que en fait, il y a des tonnes de trucs que j'ignorais, bien sûr, sur le sujet. Et je me rends compte que ce que j'apprends là est directement transférable dans la vie de tous les jours, puisque on apprend le Systéma en dynamique dans des situations précises. Et donc là, ça fait maintenant, depuis 2019, que je pratique le Systéma. Et ça m'a apporté énormément de choses. Et du coup, ça m'a amené à développer plus le travail sur la respiration, jusqu'à ce que très récemment, en 2025, j'ai décidé de pratiquer l'apnée, et en particulier l'apnée en club, l'apnée aquatique, en piscine. Et ça, c'est très intéressant, et on va développer cette notion-là, parce que ça fait partie des réflexes aquatiques. Alors j'ai dit qu'on parlerait des réflexes aquatiques, Paul, on dirait que tu es en train de parler de la respiration, mais parce que le premier de ces réflexes, c'est le réflexe apnéique. Alors, il y a 3 réflexes aquatiques. Et ça, c'est parce que j'ai étudié en club d'apnée et que j'ai commencé à lire plein de livres sur l'apnée que j'ai découvert que beaucoup de gens confondaient les réflexes aquatiques. Et il m'a fallu faire tout un cheminement et de trouver des informations fiables sur le sujet. Les réflexes aquatiques, il y en a 3. Je les cite maintenant, puis on les passe en revue. Le premier s'appelle le réflexe apnéique ou réflexe d'apnée. Le second s'appelle le réflexe natatoire. Et le troisième s'appelle le réflexe d'immersion. Alors là, j'ai commencé à parler du réflexe apnéique, en fin de compte, depuis le début. Et ça, c'est un réflexe absolument majeur. Alors j'en ai parlé, j'ai fait un épisode où j'ai parlé de réflexe respiratoire et réflexe apnéique. Donc j'en ai déjà parlé. Ici, je vais juste résumer ce que j'ai déjà dit. Le réflexe apnéique, c'est un des premiers réflexes qui apparaît dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire que dans le ventre de notre mère, à l'état embryonnaire, on va créer des voies aériennes, mais pour plus tard, pour après la naissance. Ces voies aériennes, évidemment, je ne peux pas les utiliser dans le ventre de ma mère, dans le sens où elles vont servir à rien. Il n'y a pas d'échange gazeux qui se fait à ce moment-là. Les échanges gazeux se font, c'est ce qu'on appelle la respiration embryonnaire, se font via le placenta. Le bébé respire dans le ventre de sa mère. C'est là qu'il faut comprendre la différence entre la respiration et la ventilation. Ce qu'on appelle en général faire des exercices de respiration, c'est un mauvais terme. C'est faire des exercices de ventilation. La ventilation, c'est le geste que l'on fait d'inspirer et d'expirer qui fait rentrer l'air et sortir l'air de nos poumons. La respiration, ce sont les échanges gazeux qui se font à l'intérieur des poumons, dans le sang, etc. Donc c'est un mauvais terme de dire je fais des exercices de respiration, on fait des exercices de ventilation. Donc il est évident que le bébé dans le ventre de sa mère, il ne ventile pas, il n'y a pas d'air. Il ne gonfle pas et vide pas ses poumons. En revanche, il respire puisqu'il y a des échanges gazeux, il faut bien de l'oxygène dans son sang et qu'il évacue le gaz carbonique. Sans quoi son cerveau ne peut pas se développer, et puis il y a le sang qui circule, tous les organes qui doivent être oxygénés, et ça passe par le placenta et le corps de sa mère, évidemment. C'est sa mère qui va fournir tout, et c'est via le placenta que c'est filtré pour que ça puisse fonctionner correctement pour le bébé. Donc le bébé, il a des voies aériennes, mais
qu'il ne va pas utiliser. Et pour ça, il a un réflexe apnéique. Ce réflexe apnéique dit que tant qu'il y a de l'eau au niveau des muqueuses nasales, tant que mon nez est en contact avec de l'eau, en l'occurrence du liquide amniotique, je ne ventile pas. Au moment où l'air va toucher mon nez, je vais me mettre à ventiler et donc à respirer. Et qu'est-ce que c'est que ce réflexe apnéique? Si je prends un petit bébé et que je lui mets la tête sous l'eau, il va rester plusieurs secondes sans respirer. Alors, certains auteurs affirment 10, 15, 20 secondes le réflexe apnéique sur les bébés. C'est-à-dire que vous prenez un nouveau-né, vous lui mettez la tête sous l'eau, il ne va pas faire comme nous, évidemment, il ne sait pas comment on va lui mettre la tête sous l'eau, il ne va pas faire un et bloquer sa respiration et tout. Automatiquement, dès que son nez rentre en contact avec l'eau, il arrête de respirer. Et évidemment, au bout d'un moment, si ça dure trop longtemps, il va rentrer en stress, en danger, il va chercher à se mettre à respirer, et s'il a toujours la tête sous l'eau, il va se noyer. Donc, selon les auteurs, on dit une vingtaine de secondes. Voilà. Si vous avez jamais vu des vidéos de bébés nageurs, c'est extraordinaire de voir ces bébés qu'on jette dans l'eau. Ils sont tous sourires, hein, c'est pas qu'on les force, et puis qui plongent en quelque sorte, et puis qui ressortent, et puis là on les maintient par le ventre, et ils se mettent à respirer, et ils ont tous sourire, il n'y a aucun stress, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Attention, le danger arrive, c'est que au bout de quelques mois, ce réflexe, il a disparu. Et donc, si on fait ça quelques mois plus tard, le bébé, là, par contre, il va boire la tasse, il va se mettre à respirer sous l'eau. Alors, si c'est un bébé qui n'a jamais fait bébé nageur, qui n'a pas eu d'entraînement, eh bien, en quelques mois, c'est pas défini hein, scientifiquement. On ne sait pas exactement, mais on va dire au bout de 9-10 mois, le réflexe n'est plus présent et le bébé va boire la tasse instantanément. Si en revanche le bébé a été entraîné au niveau de l'eau et bébé nageur et tout, il va conserver ça. Voilà. Puis évidemment, après, ça va devenir volontaire, mais il va le faire. Il sait qu'il met la tête sous l'eau, il retient sa respiration. Donc le réflexe s'intègre en quelque sorte. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais en gros, c'est parce que certaines personnes pensent que les humains ont vécu toujours pendant des centaines de milliers d'années autour de l'eau, autour de la mer, s'est nourri de produits marins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dépendant des oméga 3 et de l'iode pour que notre cerveau se développe correctement. Et donc, on peut comprendre que les petits bébés qui étaient portés, posés, etc., doivent avoir ce réflexe résiduel, parce que, a priori, pourquoi il reste résiduel autant de mois? C'est pas logique. On pourrait dire quelques semaines, allez, 15 jours, 3 semaines, parce que c'était très fort ce réflexe dans le ventre de la mère, pourquoi pas? Ou comme le réflexe de Moreau, peut-être 3 mois, mais pas 9, 10 mois. Donc, ça prouve qu'il y a une raison d'être que ce réflexe perdure après la naissance. Voilà, donc c'est une théorie qui dit ça. Bon, c'est rien de prouvable, mais c'est pourquoi ce réflexe perdure aussi longtemps, ce réflexe apnéique. Il y a forcément une raison, il y a toujours une raison. Donc le réflexe apnéique, c'est le bébé ne ventile pas dans le ventre de la mère et se met à respirer dès que ses voies aériennes, au niveau du nez, rentrent en contact avec l'air. Et ça perdure pendant quelques mois. Pourquoi c'est important? Parce que sous stress, on bloque notre respiration. Et comme aujourd'hui on vit dans une société extrêmement stressante, les chercheurs, les experts, les psychologues nous disent qu'il n'y a jamais eu une société aussi stressante que la nôtre aujourd'hui. Et donc on est en stress chronique. On a des taux énormes de burn-out, de dépression, de suicide. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire une grande explication pour savoir qu'on est dans une société extrêmement stressante, que le numérique a rajouté une couche de stress permanente avec les notifications, les emails, le boulot qui ne s'arrête jamais, stress, stress, stress. En état de stress, on a tendance à bloquer la respiration. Est-ce que c'est un résidu de stress égal j'ai peur de me noyer? Est-ce que c'est lié à d'autres choses? En tout cas, la rétention de la respiration est quasi systématique. On essaye de faire un nouveau mouvement, on n'y arrive pas, on a tendance à bloquer la respiration. Quelqu'un nous agresse un peu, on bloque la respiration. On a peur, on bloque la respiration. Dans beaucoup de situations liées au stress, on a tendance à bloquer la respiration. Or, évidemment, dans la société d'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de stress, mais ce sont des petits stress. Ce ne sont pas des stress qui mettent notre vie en danger. À la base, notre corps est plutôt fait pour réagir à des stress qui mettent notre vie en danger, et on réagit par la fuite, la lutte, et éventuellement le figement. Mais aujourd'hui, si notre collègue de bureau nous stresse, on ne va pas l'attaquer. Des fois, on le fait verbalement ou quoi, mais on ne va pas se battre.
on va pas s'enfuir. Enfin, ça peut arriver à un moment donné, hein, si évidemment le stress est trop fort, on peut arriver à faire des gestes qu'on regrette ou à s'enfuir, ne pas aller au boulot, avoir mal au ventre, tomber malade, etc. Bien sûr, ça arrive, mais c'est pas systématique. Dès qu'on a un stress, on fait ça. Et, et du coup, on va accumuler des micro-apnées régulièrement dans la journée et on va être sous-ventilé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plupart des gens sous-ventilent ou hyperventilent. Comment on sait ça? Il suffit de mesurer le rythme respiratoire. Ça se fait très bien. Il y a même des dispositifs aujourd'hui, des montres premier prix à 40 euros peuvent mesurer votre rythme respiratoire. Et vous allez dire comment une montre au poignet mesure le rythme respiratoire? Parce que le rythme cardiaque change en fonction de on fait l'inspire ou l'expire. Et donc, c'est à chaque battement cardiaque, ça nous dit, si ces montres, et vous savez que ces montres mesurent les battements cardiaques, ça nous dit si on est en train d'expirer et d'expirer. Donc, au changement de rythme, la montre, c'est le cœur a changé. Et donc, tiens, là, on est passé à l'inspire, tiens, là, on est passé à l'expire. Le rythme moyen, c'est à peu près 14 fois par minute. Pour un humain normal, ça peut être un peu moins, un peu plus. Mais on s'aperçoit que beaucoup de gens vont avoir des rythmes bien plus élevés qui indiquent du stress. Hein, on est en état de stress, on va pomper plus de sang, le cortisol, etc. Fait qu'il y a de l'excitation, le système sympathique, et donc on se met à respirer plus vite pour oxygéner ce sang qui circule plus vite. Évidemment, ça veut dire que le cœur est en fatigue, le cœur est en stress, et tout l'organisme est en stress et en fatigue. Ce qui va être très intéressant, et c'est là où ça devient intéressant d'intégrer tout ça dans l'IMP, c'est que quand on travaille le souffle, quand on travaille la respiration, quand on travaille le réflexe apnéique, on va pouvoir réguler tout ça. On va pouvoir réguler ce dont vous avez tous entendu parler, le nerf vague. Si aujourd'hui vous faites une recherche sur une intelligence artificielle, sur un moteur de recherche, sur quel est le meilleur moyen de réguler le nerf vague, dans 100% des cas, vous aurez des techniques de respiration. Le monsieur qui a découvert la théorie polyvagale et les histoires de nerfs vagues, c'est en 1995, c'est Stephen Porges. Stephen Porges, dans tous ses livres, il dit quasiment la seule manière, ou il dit la manière principale de réguler le nerf vague, c'est la respiration. Et ça, c'est absolument majeur de savoir ça et de connaître les bonnes techniques de respiration. Il y a plein de techniques que maintenant on enseigne dans le cours naissance paralysée par la peur et attachement, anciennement né pour aimer, où on a les techniques respiration. Certaines techniques, je les ai appris en systéma, d'autres sont plus connues. Respiration en carré, respiration diaphragmatique, respiration 4-7-8, ce sont des grands classiques, et surtout le soupir physiologique, qui est un réflexe majeur. Donc on s'aperçoit, et ça pour moi c'était une grosse surprise, que de faire de l'apnée volontairement réinitialise un peu les choses au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui a été une surprise pour moi? C'est que, a priori, on se dit, retenir sa respiration, c'est mauvais. Il va y avoir moins de sang et moins d'oxygène qui va au cerveau. Et le cerveau, il doit avoir de l'oxygène. Et on a tous appris que si au bout de 3 minutes, le cerveau n'a pas d'oxygène, on meurt. On a du handicap et puis on meurt. Et donc, a priori, on se dit, retenir sa respiration, c'est mauvais. Et bien, aussi surprenant que ça soit, c'est pas du tout le cas. Maintenant, on a plusieurs décennies d'études sur les gens qui pratiquent l'apnée, depuis les premiers, vous connaissez très bien Jacques Mayol, le héros du film Le Grand Bleu, et il y a eu plein d'autres gens, Enzo Maiorca, avec qui il a fait la compétition, qu'on voit dans le film Le Grand Bleu aussi. C'est des gens qui ont vécu très vieux et en parfaite santé, et depuis, ils ont eu des milliers et des milliers on va dire, de disciples qui pratiquent des apnées pendant de nombreuses minutes, qui vont à des profondeurs inimaginables, des gens qui s'entraînent à faire des longueurs et des longueurs de piscine. Moi, je vous ai dit, quand j'étais gamin, j'étais capable d'en faire 2, mais eux, et qui en font plus que 10, c'est-à-dire, je crois, le record féminin, ça date de 2025, c'était 300 mètres de nager en piscine, 300 mètres, faire des longueurs de piscine sous l'eau jusqu'à faire 300 mètres. Donc, c'est 300 mètres pour les femmes, pour les hommes, ça doit être un peu plus. Je sais pas, 325 mètres, un truc comme ça.
ou 310, ou je sais pas quelles sont les différences entre hommes et femmes. Hum, donc on pourrait se dire, c'est mauvais pour la santé. Or, quand on observe le cerveau des gens qui font de l'apnée avec des IRM, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. C'est extrêmement surprenant. Et puis évidemment, il y a le fameux mythe, enfin qui n'est pas un mythe, qui dit si le cerveau est privé d'oxygène pendant 3 minutes, on meurt. Mais en fait, si j'arrête de respirer, mon cerveau continue à avoir de l'oxygène. C'est ça le truc. Si on m'étrangle, effectivement, si on m'étrangle et qu'on empêche le sang d'aller à mon cerveau, ça, je vais mourir, ça c'est certain. Mais en fait, quand j'arrête de respirer, alors en fait, c'est pas qu'on arrête de respirer. C'est bien pour ça qu'il faut faire la différence entre ventilation et respiration. Si j'arrête ma ventilation, il y a plein d'oxygène dans mon corps et il y a plein de mécanismes qui se mettent en route pour que je puisse tenir plusieurs minutes. Et vous avez tous entendu parler de l'oxymètre, ce petit appareil qu'on met au doigt. On en a beaucoup parlé pendant le Covid parce que les gens qui ont le Covid, à un moment donné, ils ont une insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'oxygène qui va dans leur sang. Et donc, vous vous rappelez, on avait ces petits appareils, on nous l'a montré, où on met le doigt dedans et puis on peut mesurer la saturation du sang en oxygène. Donc en temps normal, on est autour de 98, 97, plutôt 98, 99, on ne peut jamais être à 100, mais on est autour de 98% de saturation d'oxygène. Notre sang, il contient plein d'oxygène. Mais les gens qui ont le Covid, ça va baisser en dessous de 95, 90. Et là, les gens ont du mal à respirer, ils respirent, c'est pas efficace, et évidemment, ils peuvent mourir à un moment donné si on n'a pas suffisamment d'oxygène dans le sang. Alors avec ce petit appareil, la surprise, c'est si je retiens ma respiration et que je regarde les chiffres, je vois que ça bouge pas. Malgré le fait que je retienne ma respiration, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça reste mon sang saturé en oxygène. Alors moi, je m'arrête à 3 minutes parce que mon record, c'est sans respirer à ce jour, c'est 3 minutes 15, sans respirer. Mais les champions du monde, sans oxygène, donc sans dopage à l'oxygène au préalable, on est autour de 10 minutes. Donc c'est assez phénoménal. Et puis, le champion du monde qui s'appelle Stig Stevenson, je crois, son nom de famille, en tout cas Stig pour le prénom, j'en suis sûr, c'est un Hollandais, un Néerlandais. Et lui, il respire d'abord de l'oxygène pur, et ensuite il fait une apnée, et il reste près de 30 minutes, la tête sous l'eau. Bon, il y a un peu de triche, mais enfin c'est quand même méga extraordinaire. Tout ça pour dire que il semblerait même que l'apnée apporte beaucoup de bienfaits aux gens, parce qu'on reprend le contrôle. D'abord, quand on pratique l'apnée, on pratique des tas d'exercices de respiratoire, on apprend à calmer la respiration, à détendre la respiration. Quand on retient sa respiration, ne serait-ce que pendant 1 minute, il se passe des choses incroyables au niveau de la concentration, au niveau de la méditation, au niveau des mécanismes corporels, au niveau des mécanismes psychologiques. Il se passe des choses extraordinaires. C'est une des meilleures manières d'apprendre à contrôler son stress mental, physique, émotionnel. Et vraiment, je sépare ce mental du physique de l'émotionnel parce qu'il se passe vraiment des choses fabuleuses à tous ces niveaux-là quand on fait des techniques de respiration avec rétention respiratoire. Il y a des sensations physiques très fortes qu'on apprend à gérer et à détendre. Il faut apprendre à détendre le moindre muscle dans le corps. Chaque muscle qui est contracté consomme de l'oxygène. Donc on apprend à décontracter les yeux, le front, la langue, le visage, et puis ainsi de suite jusqu'au bout des orteils. Vous allez me dire, mais ça se faisait déjà dans les techniques de relaxation dynamique, Jacobson, etc., dans les années, je ne sais pas combien c'était, 60 ou quoi, bien sûr, bien sûr. Mais là, j'ai un feedback direct. Le fait que j'arrête de respirer et que je fasse ma relaxation pendant que je suis en apnée, ça change tout. Ça change tout. J'ai des impressions corporelles beaucoup plus fortes, ce qui me permet de prendre plus conscience de mes tensions et de les libérer plus en profondeur. Et dès que j'apprends à libérer un peu plus, je passe une nouvelle étape dans ma rétention respiratoire. Et donc j'ai un feedback permanent. Je n'ai pas besoin de machine. Mon feedback, c'est ce qui se passe directement dans mon corps. Donc j'ai des sensations corporelles très fortes que j'apprends à gérer, à contrôler, à relâcher. Ensuite, au niveau émotionnel, évidemment, il se passe plein de trucs. J'ai peur, je ne vais pas y arriver, il faut que je fasse ci. Il y a plein d'émotions qui passent et qu'on apprend
à travailler, à travailler, à travailler. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et ensuite, il y a tout ce qui est le mental. Pourquoi? Parce que le mental, bien sûr, il y a ce qu'on se dit qui va générer des émotions, mais il y a aussi le fait que si on occupe le mental et qu'on fait des trucs avec le mental, eh bien, on ne voit pas le temps passer et j'allais dire, on explose nos temps. Et donc, quand on fait de l'apnée, on nous enseigne aussi des techniques pour occuper le mental. Vous vous rendez compte que tout ça, les sensations physiques, le mental, les émotions, sont les choses qui nous posent problème quand on est en état de stress. Donc si j'ai des techniques effectives que je peux utiliser tout en faisant de l'apnée, dites-vous bien que je suis capable de les utiliser dans tous les moments de la vie quotidienne. Tout comme les techniques de systéma sont transférables, et à mon avis beaucoup plus que les techniques de méditation pure où on est en état de bien-être en permanence, ou de yoga ou de relaxation. Je ne dis pas que le yoga, la méditation, la relaxation ne sont pas bien. Évidemment non. Mais ça se fait dans un environnement toujours sécurisant où je ne me mets pas forcément au défi. Et donc c'est plus difficile, à mon sens, de le transférer dans la vie quotidienne. Ou il faudrait en faire beaucoup tous les jours pour que ça finisse par avoir un effet. Et on nous le dit d'ailleurs, il faut pratiquer pendant des mois, même des années, pour avoir des effets visibles et durables, etc. Même si dès qu'on se met à la méditation, chez certaines personnes, et faire du yoga, ça fait du bien tout de suite. Donc voilà, il y a les deux discours où les études scientifiques disent qu'il faut quand même un certain temps, et d'autres qui disent ça va vite. Je suis partagé. Dans mon cas, ça n'a jamais eu l'effet escompté. C'est lié à mon caractère, hein, c'est lié à plein de choses. S'il y a autant de gens qui pratiquent le yoga, la méditation, la relaxation, ça prouve que ça fait du bien à des millions de personnes dans le monde. Mais dans des techniques comme les arts martiaux ou dans des techniques comme l'apnée, on apprend à gérer le stress en conditions réelles, je vais dire. Et donc, les bénéfices sont quasi immédiats, extrêmement rapides. Dès les premières pratiques d'apnée, on apprend tout de suite, parce que quand on fait par exemple de l'apnée, ce qu'on appelle de l'apnée statique en piscine, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait des échauffements. On ne commence pas à faire l'apnée la plus longue. Dans mon cas, c'est hors de question que je fasse 3 minutes d'un coup. C'est impossible. D'ailleurs, dès que j'arrive, je suis capable de faire que je suis à l'aise avec 30 secondes. Et puis, après un peu d'échauffement, je suis à l'aise à 1 minute. Puis après 2 minutes. Et ce n'est qu'au bout d'1 heure que je peux faire 3 minutes. Mais pas 3 minutes d'emblée. En tout cas, dans mon cas, qui suis débutant, il y a un échauffement. Donc, on commence à faire quelques petites apnées courtes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, et puis là, on voit comment ça se passe, on fait une pause, on fait d'autres exercices. Tiens, je vais essayer de faire de la visualisation de ceci, tiens, je vais essayer de faire ça, tiens, je vais me concentrer sur le fond de la piscine et jouer il y a une dame dans le club, elle dit qu'elle joue au morpion dans les cases de la piscine, d'autres qui disent je vais visualiser les couleurs, machin. Donc on s'essaye à différentes choses en pratique. Lors d'une séance d'1 heure, on a essayé plein d'exercices et on trouve l'exercice qui me parle le mieux et qui fait que je suis le plus à l'aise. Donc c'est direct, et en 1 heure de temps, on a le temps d'explorer pas mal de choses déjà. Donc ces techniques vont avoir un impact majeur et très rapide. Je sais que quelque chose m'a échappé que je voulais dire. Oui, je vais vous donner un exemple pour calmer mon mental. Un des exercices qu'on m'a proposé de faire à la piscine, c'est de faire une longueur sous l'eau, donc 25 mètres sous l'eau. Et moi, c'est un défi et tout ça, j'y arrive pas. J'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'arrive pas à nager une longueur sous l'eau. C'est trop long, je dois sortir vite de la piscine. Aux 3/4 du bassin, à 18 mètres, impossible d'aller à 25 mètres. Je vous parle du début, mais c'est encore vrai là. Hier, je me suis entraîné, je stresse vite et pouf, il faut que je remonte tout de suite. Et puis, je vais vous donner des petits exercices. Le prof, le moniteur me dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas, avant de partir, donc vous imaginez, je sais pas, ça prend 20 secondes pour traverser la piscine. Donc, vous voyez le paradoxe, je suis capable de faire plusieurs minutes en étant hors du bassin, c'est-à-dire dans l'air, on appelle ça apnée à sec, mais en nageant sous l'eau de la piscine, alors oui, on bouge, dans l'autre cas, on est détendu, mais 20 secondes, c'est trop pour moi, panique. Il me dit, voilà ce qu'on va faire, tu vas rester au démarrage de la piscine, tu vas au fond de la piscine, tu restes 30 secondes au fond de la piscine, et seulement après, tu pars et tu fais ta longueur. Je dis, ça va pas la tête, il me faut 20 secondes pour faire la longueur.
déjà les 20 secondes, j'y arrive pas. Et toi, tu me dis d'attendre 30 secondes et seulement après de partir. C'est aucune chance que j'y arrive. Fais-moi confiance, vas-y. Je descends au fond de la piscine, j'y reste. Et là, on se calme. Et c'est pas un problème puisque je suis capable de rester plus d'une minute sans respirer hors de la piscine. Donc je me calme, je me détends, je me relaxe. Et au signal des 30 secondes, je pars en nageant tranquillement. Et j'arrive à l'autre bout de la piscine, nickel. Vous voyez l'importance du mental, des émotions, de relâcher les tensions corporelles. Tout de suite partir en faisant « Allez, 1, 2, 3, j'inspire et paf, j'y vais ». Excitation, impossible de le faire. Se calmer d'abord et ensuite y aller, ça change tout. Le feedback est immédiat. Tout de suite, j'ai le résultat. Tout de suite, j'apprends à me calmer. Même chose à la fosse où on nage à 5 mètres de profondeur. Donc on doit faire une bonne descente et puis nager à 5 mètres de profondeur. La dernière fois qu'on l'a fait, il faut traverser, là ça fait 30 mètres à peu près. Ouais non, ça doit faire 25 mètres quand même. J'y arrive pas. Et c'est pareil, tout d'un coup il dit, on va descendre, donc on descend tous, on s'arrête au milieu de la piscine, c'est bien parce qu'au milieu de la fosse, c'est là où l'air chaud arrive, où l'eau chaude arrive, pardon. Et donc on se met sur des grilles et on reste. Alors au début on fait ça 20 secondes, puis après 30 secondes, puis 40, puis après 1 minute. On reste 1 minute sans bouger au milieu. Et ensuite seulement on finit le trajet. Et là j'ai réussi. Voilà des petits exemples de choses. On s'aperçoit en mettant des gens sous scanner, en étudiant le cerveau des plongeurs comme ça, que ça apporte, c'est ça qui est surprenant, beaucoup de bienfaits, beaucoup de gestion du stress. Comme si le fait de reprendre contrôle sur la respiration régulait plein de choses au niveau justement cardio, au niveau cardio, ventilatoire, etc. Donc c'est quelque chose de très 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 intéressant. Donc ça c'est le réflexe apnéique. Alors en IMP, évidemment, le réflexe apnéique va être associé à des réflexes majeurs comme le réflexe nauséeux, comme le réflexe de retrait, comme le réflexe de sursaut. Et ce sont des choses qu'on a l'habitude de travailler en IMP. Et donc le fait de rajouter des techniques respiratoires, des techniques ventilatoires, devrais-je dire, en lien avec l'apnée, va changer beaucoup de choses. Et c'est des expérimentations qu'on a commencé à faire. Et les résultats sont là. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup de s'y pencher. Donc je vais aller plus vite pour la suite, parce que c'est plus simple aussi. Deuxième réflexe aquatique, c'est le réflexe natatoire. Je vous ai dit tout à l'heure, si on jette un bébé, c'est une expression de dire, non pas avec l'eau du bain, mais on jette le bébé dans le bain, il va retenir sa respiration. Mais c'est pas tout, comme tous les mammifères font ça. Hein. Mais le bébé va aussi faire des mouvements natatoires. C'est réflexe natatoire. Le bébé va faire des mouvements de bras et de jambes où il va nager en quelque sorte. Nager comme une grenouille, nager comme un petit chien, dites comme vous voulez. Il va faire des petits mouvements natatoires. C'est un réflexe. Tous les bébés qu'on jette dans une piscine retiennent leur respiration, réflexe apnéique, et vont faire des mouvements bras-jambes de natation, réflexe natatoire. Ça, c'est très intéressant, hein, bien sûr. Et je me rends compte que ça fonctionne bien. Par exemple, je dois faire une longueur sous la piscine, et puis tout d'un coup, j'y arrive pas, je stresse, et donc je dois vite sortir. Je sors pour prendre de l'air. Je sais très bien nager, le crawl et la brasse, mais le moment où je sors pour prendre de l'air, pendant 2-3 secondes pour récupérer, à chaque fois, ce n'est ni la brasse que je fais, ni le crawl, je me mets à nager comme un petit chien, pour surnager, en fin de compte, de surnager, le temps de prendre de l'air et puis y aller. Alors, des fois, j'arrive à faire le crawl ou la brasse, mais je dois me forcer. Je dois dire, attends, là, tu vas ressortir de l'eau en crawl. Mais la plupart du temps, comme je suis un peu en panique, en stress, je me mets à faire le petit chien, à nager comme un petit chien. Donc, vous voyez, c'est un réflexe. Tous les gens qui ne savent pas nager, si vous les mettez dans l'eau, ils vont faire cette chose-là. Et tous les mammifères, d'ailleurs, tous les quadrupèdes vont faire la même chose. Donc, c'est un réflexe qui est en nous. Et Michel Audin a beaucoup parlé de ça parce que l'humain est le seul animal qui doit apprendre à nager. Ça, en soi, c'est déjà phénoménal. Et c'est comme ça qu'il explique, entre autres, le réflexe d'inhibition néocorticale. Alors là,
faudrait un épisode de podcast entier sur le sujet. Il a écrit et réécrit dessus. Je vous encourage vivement à lire son livre qu'on a publié, Homo et la planète Océan. Homo et la planète Océan, ça c'est majeur. Dans lequel évidemment il parle de l'inhibition néocorticale, qui est les moments dans la vie où le néocortex doit être inhibé. Pour nous en IMP, c'est un concept grandiose, parce que nous on parle tout le temps de l'inhibition des réflexes. Les réflexes archaïques, s'entend, doivent être inhibés, puis intégrés pour laisser place aux réflexes de vie, etc. Donc à la naissance, on a un certain nombre de réflexes archaïques qui vont être inhibés. Mais vont être inhibés par qui? Par le néocortex, par le développement du cortex, qui prend les commandes et qui fait que je n'utilise plus ces réflexes archaïques. On sait que sous stress, ou avec certaines formes de dégénérescence ou quoi, cette inhibition ne se fait plus et les réflexes ressurgissent. Mais là, Michel Audin parle des moments dans la vie où nous devons inhiber notre néocortex. Et quels sont les moments les plus importants? On doit inhiber notre néocortex. Bon, bah déjà, quand il y a du stress, quand il y a du danger. Évidemment, quand il y a du danger, là, il n'y a plus de règles sociales ou quoi. Je réagis, je crie, j'attaque, je m'enfuis. Voilà, il n'y a plus rien qui compte. Le stress me fait perdre mon néocortex et je vais réagir de manière très puissante, de manière réflexe automatique. Donc ça, c'est la première chose, en état de danger. Mais c'est pas tout. Il y a tout ce qui est lié à la sexualité, c'est-à-dire faire l'amour, la naissance et l'allaitement. Dans ces situations liées à la sexualité, ce sont 3 choses qui sont liées à la sexualité, on devrait débrancher notre néocortex. Si on est dans notre tête pendant qu'on fait l'amour, ça va être difficile. On a besoin de se lâcher. Et quand on fait vraiment l'amour, si je puis dire, on rentre parfois dans un état second, on va même faire ou dire des choses et revenir un peu animal, qu'on ne fait pas d'habitude ou qu'on ne dirait pas d'habitude, on va faire des cris, on va dire différentes choses, on va agir d'une manière qu'on ferait jamais en temps normal. Parce que là, tout d'un coup, on redevient un peu animal, on pourrait dire. Notre néocortex se désactive. Et d'ailleurs, s'il reste actif, on n'arrive pas à faire l'amour. Ça ne marche pas. Donc c'est le fait de faire les caresses, le fait de prendre dans les bras, le fait de s'embrasser va nous faire lâcher, le fait de se sentir aimé et en sécurité, bien sûr. Si je ne suis pas en sécurité, je ne vais pas pouvoir faire l'amour. Physique ou émotionnel. S'il y a du danger autour de moi, je ne peux pas faire l'amour. S'il y a des gens qui m'observent non plus, et si je ne suis pas en sécurité avec la personne, ce ne sera pas faire l'amour. Donc, ce qui est vrai là doit être vrai, dit-il, pendant la naissance. Donc on ne fait pas l'amour sous des néons en pleine rue. On n'accouche pas sous des néons devant des tas de gens, avec du bruit et avec des injonctions. Ça ne marche pas. À ce moment-là, on doit utiliser des extractions. À ce moment-là, il faut les ventouses, les forceps, les césariennes, nous dit-il. Il nous faut des accouchements déclenchés, il nous faut des péridurales, etc. Parce qu'on inhibe, on empêche le réflexe d'éjection fétale. Et ça, c'est une chose sur laquelle il a beaucoup travaillé, l'importance du réflexe d'éjection fétale. C'est-à-dire que ça se passe naturellement. Pour que ça se passe naturellement, pour que se mette en place le réflexe d'éjection du fœtus, il faut inhiber le néocortex. Et pour ça, il faut que la mère se sente protégée, en sécurité, dans la pénombre, avec du chaud, sans des gens qui parlent et qui activent son néocortex. On pourrait dire à peu près le contraire de ce que propose l'hôpital aujourd'hui. Et c'est très important. Pourquoi j'en suis à parler de ça alors que je suis censé parler de réflexes aquatiques? Parce qu'on est exactement en plein dans ça. C'est-à-dire que tous les bébés nagent, mais à un moment donné, le cortex se branche, dit Michel Audin, et il faut que je réapprenne à nager. Que je réapprenne à nager. Ça, c'est incroyable. Quand moi, je sais bien nager, il y a le stress qui arrive, je ne sais plus nager, je me mets à faire le petit chien. Mon néocortex, par peur, c'est pas par manque d'oxygène, il n'y a pas de manque d'oxygène à ce moment-là, mon néocortex, par peur, se remet à faire le petit chien. Mais c'est parce que je suis à l'aise dans l'eau. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans l'eau, il va paniquer, il va se noyer. Cette inhibition néocorticale, c'est un concept majeur. Le fait de travailler dans l'eau, on doit jouer en permanence avec cette inhibition néocorticale. Et ça, il y a un autre instructeur qui m'a beaucoup aidé en disant, là, quand tu es dans la fosse, sous l'eau, il n'y a aucun danger que tu te noies, aucun danger que tu te noies à retenir ta respiration. Il m'expliquait pourquoi, bref, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. On a cette envie de respirer, etc., mais le danger n'est pas là. Le danger, il est si on pratique les mauvaises techniques,
Si on garde un tuba, par exemple, dans la bouche quand on descend, le risque, c'est qu'on pourrait se mettre à respirer, ou quand on arrive en surface, on veut respirer dans le tuba, il y a de l'eau, voilà. Donc on ne garde jamais un tuba en bouche quand on fait de l'apnée ou ce genre de choses. Donc c'est au niveau de la technique. Mais au niveau de soi-même, retenir sa respiration, d'aller sous l'eau, etc., c'est à ces profondeurs faibles auxquelles on est, il n'y a strictement aucun danger. Et si jamais on fait une syncope, le personnel est là, nous remonte, enfin, bon, on ne fait pas de syncope, il n'y a pas de syncope là, c'est profondeur, etc. Et donc, en calmant, en faisant tout un tas de choses, on doit jouer avec cette inhibition néocorticale, c'est-à-dire inhiber d'une certaine manière notre néocortex un petit peu, mais pas trop. Juste qu'il faut pour être dans un état que les sportifs appellent le flow. Dans le flow, on ne voit pas le temps passer. Les choses se passent merveilleusement bien. C'est en général une situation où on fait du sport, où on joue, on est dans le flow, dans le flux. Et c'est quelque chose que recherchent beaucoup les sportifs, en particulier les coureurs, ou les gens qui font du fond, du marathon, je sais pas quoi. Quand on court, à un moment donné, on peut rentrer dans un état de flow où on a développé un certain nombre d'hormones et on est dans un état de bien-être et on peut courir très 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 longtemps, sans souffrance, sans problème. Et cet état de flow, on le trouve, les enfants sont en presque permanence dedans. Si on ne les met pas derrière un écran, ils vont jouer les uns avec les autres, ils vont faire des activités extraordinaires et on ne va pas voir le temps passer. Puis nous, on dit aux enfants, allez, il faut y aller. Mais non, on vient juste d'arriver. Voilà. Les enfants sont tout le temps dans le flow, puis on leur apprend que le monde est sérieux et qu'il faut sortir du flow, et qu'il faut faire des choses embêtantes, et qu'il faut aller à l'école, et que la vie, c'est pas une partie de plaisir, etc. Et progressivement, on sort du flow, et après adulte, on a du mal à y rentrer, mais néanmoins, par le sport, par des activités sociales, on ne voit pas le temps passer, par le jardinage, par les jeux de société, par tout un tas d'activités, on peut rentrer dans le flow, par la lecture, par l'étude, par se passionner pour des choses, par le bricolage, on peut rentrer dans le flow, on ne voit pas le temps passer. Là, quand on fait de l'apnée, ça va être justement ça qui va être génial, de rentrer dans un flow, dans un flux, ou flow c'est en anglais, F-L-O, en français on devrait dire rentrer dans le flux, ou, mais évidemment en apnée c'est plus marrant de dire dans le flow, F-L-O-T, où on est dans l'eau, où il faut trouver le sweet spot comme on dit en anglais, c'est-à-dire la juste mesure, où on a une inhibition néocorticale, mais pas trop. Si on inhibe trop le néocortex, on va rentrer en panique. Il faut trouver ce juste bien-être, ou ce juste équilibre entre rassurer mentalement, mais en même temps laisser notre corps faire. Parce que c'est ça le flow, le flux. On laisse notre corps faire naturellement, sans que le mental intervienne. Donc il a fallu rassurer le mental pour dire, et c'est ce que m'a dit le gars, fais confiance à ton corps, il n'y a aucun danger, fais confiance à ton corps. Ta tête, elle veut sortir de l'eau, ta tête, elle a peur, ta tête, elle se sent... Mais fais confiance à ton corps, écoute ton corps, écoute tes sensations, regarde ce qui se passe. Dès que tu as une sensation, observe-la, relâche-la, et tu vas voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, je repars à l'apnée, parce qu'on ne peut pas séparer l'apnée du réflexe natatoire, mais c'était pour dire que Michel Audin a beaucoup parlé de ce réflexe natatoire qui est vraiment majeur dans comprendre que nous, les humains, on est le seul animal qui doit apprendre à nager, parce qu'on va perdre ce réflexe qui montre qu'il y a le cortex qui a pris les commandes. Et pour nous, ça, c'est un indicateur énorme, parce que nous, en IMP, c'est tout ce qu'on fait. Quand les gens viennent nous voir, on regarde qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le néocortex a pris les commandes, sous-entendu? Est-ce que tous les réflexes archaïques se sont inhibés? Est-ce qu'il y a des zones de mon développement où le néocortex n'a pas pris les commandes? Le réflexe natatoire, c'était juste un exemple pour vous dire que c'est un réflexe archaïque comme les autres. Il est présent à la naissance, il va s'exercer un certain temps, puis il va s'inhiber et s'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps, et en particulier si j'apprends à nager. Et j'ai envie de dire que théoriquement, d'un point de vue évolution humaine, les humains de la préhistoire, d'après la théorie du singe aquatique, ont toujours vécu près de l'eau et des côtes, et que tous nos enfants étaient à l'aise avec l'eau, et que tous les peuples ont su nager d'une manière ou d'une autre, et tous nos ancêtres, préhistoriques étaient d'excellents navigateurs, hein. C'est comme ça qu'ils ont conquis aussi, en longeant les côtes, toute la planète. Ils sont allés naviguer sur les îles les plus éloignées, l'Australie, et
toutes les îles autour de l'Indonésie, la Malaisie, voilà, toutes les îles ont été occupées, même jusqu'à Tahiti. C'est assez phénoménal. Vous vous rappelez aussi l'île de Pâques et tout. Donc les grands navigateurs. Alors là, attention, je m'égare, c'est peut-être pas à la préhistoire que l'île de Pâques a été colonisée, si je puis dire, par les humains, mais c'était un temps où c'était juste des pirogues et des petits bateaux, etc. Et ils savaient très bien nager, les habitants de ces différentes îles, parce que en particulier, ils pêchent beaucoup, y compris des choses qui sont en profondeur. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger en profondeur. Donc voilà. Donc, ce réflexe finalement natatoire, c'est un réflexe archaïque comme les autres, mais il a ceci de particulier qui permet de bien voir ce qui se passe au niveau de l'inhibition néocorticale, ou plutôt, dans le cas qui nous intéresse, du contrôle néocortical. Et en IMP, on veut que les gens aient intégré correctement leurs réflexes, mais on ne veut pas non plus avoir une suremprise du néocortex sur le reste. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les réflexes, quand on travaille avec les réflexes, à l'intégration des choses en passant par le corps, par des choses comme la régulation du système vestibulaire, par les bercements par exemple, la stimulation, beaucoup d'intégration au niveau tactile, beaucoup d'intégration au niveau proprioceptif et beaucoup de choses au niveau moteur. Et puis il y a tout aussi des stimulations visuelles que l'on propose dans le stage latéralité, apprentissage et vision. Mais les techniques qu'on propose sont des techniques corporelles, ce ne sont pas des techniques mentales. Et de ce fait, même les techniques de gestion du stress qu'on enseigne, etc., sont des techniques qui sont corporelles et pas mentales. On ne veut pas avoir une suractivation du mental, on veut une intégration. Et le réflexe natatoire était une manière pour Michel Audin de bien expliquer cette inhibition néocorticale dans les cas où on doit inhiber le néocortex. Comme il donne l'exemple que quand on boit de l'alcool, le néocortex va s'inhiber et on va dire et faire des choses qu'on va regretter après parce qu'on a perdu l'inhibition dans des situations où on ne devrait pas, des situations sociales, etc. Donc ça, c'est un concept extrêmement intéressant pour nous en IMP, et le réflexe natatoire nous permet de vraiment bien comprendre ce mécanisme d'inhibition néocorticale et évidemment contrepartie de l'inhibition des réflexes par le néocortex. Dans un cas, c'est les réflexes qui s'inhibent, dans l'autre cas, c'est le néocortex qui s'inhibe. Et donc, pour vivre une vie équilibrée, on a besoin d'avoir cette double inhibition. Dans certains cas, c'est les réflexes qui doivent être inhibés. Dans d'autres cas, il faut pouvoir aussi réguler un peu le néocortex et le calmer. Et le travail d'apnée est justement un des meilleurs moyens, une voie royale, j'ai envie de dire, pour ce faire. Enfin, on arrive au réflexe le plus mystérieux, le réflexe aquatique le plus mystérieux, c'est le réflexe d'immersion. Ça, c'est extraordinaire. Je vous ai dit, quand on jette le bébé dans la piscine, quand on plonge le bébé dans la piscine, 1, il arrête de respirer, 2, il fait des mouvements natatoires, et 3, il va se passer d'autres mécanismes assez mystérieux et assez incroyables, qui nous font nous poser énormément de questions. C'est un des plus grands mystères qui soit, et c'est quelque chose qui vient corroborer, je pense, la théorie du singe aquatique, en fin de compte, de Homo delphinus. Au moment où votre visage rentre en contact avec l'eau, surtout si l'eau est froide, cela va générer une brachiation, n'importe quoi, une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement du cœur. Et pas des moindres, votre cœur va se mettre à ralentir dès que votre visage rentre en contact avec l'eau. Comme votre cœur ralentit, eh bien vous avez moins besoin d'oxygène et vous allez pouvoir rester sous l'eau beaucoup plus longtemps. Mais c'est pas tout. Donc ça, déjà, en soi, c'est extraordinaire. Quand le visage d'un humain, c'est grâce au lien qu'il y a entre le fameux nerf trijumeau qui irrigue la face, qui est connecté avec le fameux nerf vague. Vous savez que le nerf vague, c'est lui qui régule, entre autres choses, qui va exciter ou ralentir le cœur et la respiration. Et ça marche ensemble. Hein. On ne peut pas accélérer le cœur et ralentir la respiration, ou l'inverse. Soit il envoie un message de ralentissement à tout le monde, soit il envoie un message d'accélération à tout le monde. Il ne peut pas faire ralentir l'un et accélérer l'autre. Ça ne marche pas. Au moment où on met notre face
dans l'eau, surtout si elle est fraîche, le nerf trijumeau envoie un message au nerf vague qui va ralentir. Il dit tiens, tu es dans l'eau, pour que tu tiennes longtemps dans l'eau, pour que tu puisses faire de l'apnée pendant longtemps, on va ralentir le tout. On arrête de respirer, on arrête le cœur qui va freiner. Les gens pas entraînés comme moi, pas du tout entraînés, pour moi c'était un choc parce que mon cœur a tendance à être assez rapide. Euh, et quand je me retrouve dans l'eau avec un peu le stress de dire qu'on va faire de l'apnée, je suis autour de 100 pulsations par minute. C'est pas mon état normal au repos, mais je suis autour de 100 au moment où je vais plonger à faire mon apnée. Au moment où je commence mon apnée, mon cœur va baisser autour de 70, voire je l'ai vu baisser à 65. Ce qui pour moi est mon état le plus au repos. Je passe de 100 à 65 en 1 minute. C'est fantastique. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'est pas entraîné. On a des gens qui sont entraînés, des champions, dont le cœur va baisser à 30 pulsations par minute. Donc le cœur ralentit. Alors c'est des gens qui sont très sportifs, qui à la base leur cœur bat assez lentement, mais si par exemple ils sont à 60 ou 70, ils vont se retrouver à 30. Donc c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte que l'évolution des espèces sur des millions d'années a fait en sorte que l'humain, quand il se retrouve en contact avec l'eau, fait baisser son cœur de manière drastique, une bradycardie. C'est donc qu'il y a une utilité à ça. C'est donc que ce réflexe a été utilisé pendant des millions d'années, encore et encore et encore. Sinon, quelle est la raison d'avoir ça? Encore et encore et encore. On pense aux côtes africaines sur lesquelles s'est développé l'être humain au sud de l'Afrique du Sud, sur ces côtes-là, très riches, où on a trouvé les premiers ossements, et on pense que les premiers humains ont existé dans cette région-là, et on a trouvé aussi des traces de choses qu'ils ont pêchées en profondeur, donc des choses qui n'existent qu'en profondeur. Donc ça prouve que ces humains-là, il y a des centaines de millions, pas des centaines de millions d'années, il y a des millions d'années, ont plongé encore et encore pour aller chercher de la nourriture ici. Donc on peut imaginer que cette adaptation s'est mise en place progressivement chez les premiers humanoïdes. Quand je dis des humains, je ne parle pas des humains Homo sapiens modernes, je parle des premières formes d'humains qui ont existé. Il y a eu plusieurs humanités sur cette planète. Le dernier en date, c'était Denisova et Néandertal, et puis nous. Mais il y en a eu d'autres avant, vous le savez très bien, Homo erectus, Homo ceci, Homo cela. Il y en a eu plein, alors ça remonte à, selon où on fait remonter, à quelques millions d'années. Voilà. Selon où on fait démarrer les choses, c'est peut-être 7, 8, 9 millions d'années, d'autres c'est 10, plutôt 4. Bon, peu importe, mais ça fait quand même des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'années et d'adaptation et d'évolution qui fait qu'aujourd'hui, Homo sapiens a ce réflexe très puissant. Mais c'est pas tout. Le réflexe d'immersion a un autre... Alors, il y a d'autres mécanismes, mais je voudrais vous parler d'une autre partie du réflexe d'immersion qui est waouh, qui s'appelle en anglais le blood shift. Le nom échappe là en français. Il y a un nom évidemment en français pour ça, pour le blood shift. Désolé, j'ai oublié le nom en français. Mais blood shift, ça veut dire le changement, shift, changement sanguin. Alors, c'est quand vous vous rappelez le Grand Bleu, quand on voit Jacques Mayol et Enzo qui descendent en profondeur comme ça, à l'époque de Jacques Mayol, dans les années 50 ou 60, 70, les médecins prédisaient que s'ils dépassent les 50 mètres, ils vont imploser. Il faut comprendre que au niveau de la mer, on est à 1 bar. Tous les 10 mètres, on a 1 bar de moins. C'est-à-dire une pression fantastique. Nous, on descend à 5 mètres, là, c'est mon maximum, puisque la fosse à la piscine, ici, fait 5 mètres. Donc, j'ai jamais pu explorer plus que 5 mètres. Mais vous prenez une bouteille d'eau en plastique, vide, il n'y a que de l'air dedans. Vous descendez avec cette bouteille vide et fermée à 3 mètres, c'est pas loin 3 mètres, la bouteille s'écrabouille sur elle-même. Vous prenez une bouteille d'eau vide, vous la descendez à 3 mètres, la bouteille s'écrabouille sur elle-même. Les gaz subissent une compression. À 5 mètres, on serait à 1 bar et demi, mais à 3 mètres, on est à presque rien. Et pourtant, ça s'écrase. Maintenant, imaginez qu'il se passe la même chose dans nos poumons. Les poumons, l'air qui est dans les poumons s'écrase sur lui-même, il est compressé. Là, on parle de gens qui vont à 50 mètres
Donc 50 mètres, un bar tous les 10 mètres, il y a un bar à la surface, donc ça fait 6 bars de pression. C'est phénoménal. Donc les médecins disent, si vous allez à 6 bars, c'est obligé, les poumons vont imploser, la cage thoracique va s'écrabouiller et vous êtes mort. Sauf qu'aujourd'hui, les plongeurs, ils vont à 200 mètres en retenant leur respiration, presque 200 mètres, je crois, les records. Donc évidemment, quand Jacques Mayol il a dépassé les 50 mètres, puis 60, puis 70, puis 80, il dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il se passe le phénomène, désolé le nom m'échappe encore en français, mais de blood shift, où le sang va aller remplir les espaces vides. Parce que ce sont les gaz qui sont compressés. Vous savez qu'on peut faire de l'air compressé, on peut mettre plein d'air dans une bouteille, ce qui fait qu'après, on a ces bouteilles de plongée dans lesquelles on peut respirer pendant, je ne sais pas combien de temps ça dure une bouteille de plongée, 1 heure ou quoi. Si l'air n'était pas compressé, on pourrait respirer pendant que quelques minutes. Donc l'air peut se comprimer, voilà, on peut comprimer l'air. Donc l'air se comprime. Et comme je vous ai dit, dans une bouteille, je descends à 3 mètres, la bouteille, elle s'écrabouille sur elle-même. Donc elle se comprime vite et fort. En revanche, les liquides ne peuvent pas être comprimés. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un ballon de baudruche. Vous prenez un ballon de baudruche. Vous le serrez dans vos mains, l'air se comprime, vous fermez. Le ballon de baudruche, il est fermé. Vous pouvez l'écrabouiller dans tous les sens et le rapetisser. Pas de problème, l'air se comprime dans le ballon de baudruche. Vous remplissez le ballon de baudruche d'eau, c'est pas possible. Alors évidemment, c'est un très mauvais exemple en histoire de ballon de baudruche parce qu'il va se déformer en fait. Mais vous ne pouvez pas faire qu'il soit plus petit avec de l'eau dedans. On ne peut pas comprimer de l'eau. Vous pouvez mettre l'eau dans une boîte, essayer de mettre une vis et de serrer, ça ne marchera pas. Ça. Vous ne pourrez pas serrer la vis. Aucune force ne peut comprimer l'eau. En revanche, l'air, oui. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse survivre dans ces grandes profondeurs assez incroyables? Eh bien, les liquides du corps vont remplir les espaces où il y avait de l'air. Et du coup, on n'implose pas sous l'eau. Mais comment c'est possible? Je veux dire, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est une réaction physiologique qui est aujourd'hui relativement bien connue et qui est visible et qui permet à des gens de descendre à des profondeurs extrêmes. Mais ce que je veux dire, pour qu'un tel mécanisme existe chez nous, ça veut dire que ça a eu une utilité. Eh bien, il faut se rappeler de 2 choses peut-être. Un, se rappeler que toute vie sur la planète vient des océans, mais tous les poissons n'ont pas le blood shift. Ça ne fonctionne pas du tout pareil, ce ne sont pas des mammifères. Nous sommes des mammifères. Donc les mammifères comme les baleines peuvent aller à des profondeurs phénoménales, les dauphins, les lions de mer, etc. Et eux, ils ont un blood shift, évidemment, qui fonctionne. Ils ont une cage thoracique qui est plus mobile, ils n'ont que des côtes flottantes, ils n'ont pas des côtes fixées comme nous, ce qui permet que la cage thoracique va s'écrabouiller au fur et à mesure sans problème, et puis se réouvrir quand ils remontent. Parce que ce qui est marrant, c'est que plus on descend, plus l'air est petit dans les poumons et on n'a plus d'air pour respirer, mais quand on remonte après, l'air, il revient. Donc c'est pourquoi que les plongeurs sous-marins ou les apnéistes, ils doivent utiliser des techniques pour compenser les oreilles en descendant, mais pas en remontant. Marche pas, faut pas, ce serait même très dangereux de faire ça en remontant, de rajouter de la pression. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des mécanismes respiratoires, cardiaques, sanguins, de folie qui se manifestent quand on plonge en profondeur. Ce qui nous dit à quel point les humains, sans doute d'autres mammifères comme les mammifères marins, mais à quel point les humains sont adaptés à plonger en profondeur. Et il se trouve qu'on trouve des peuples, aux Philippines par exemple, qui plongent encore et encore et encore pour ramasser des trucs là. Et il y a des études qui montrent que ces plongeurs philippins, ils ont une rate qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Vous savez, la rate c'est ça qui fabrique les globules rouges qui amènent le sang dans l'organisme. Ils ont une rate, je crois, quasiment 2 fois plus grosse que nous, génétiquement. Et du coup, ces plongeurs-là, qui ne sont pas des champions du monde de quoi, ils peuvent plonger tous plus que 10 minutes. Alors, ils battent le record du monde. Ils peuvent plonger sous l'eau. Sauf que le record du monde des 10 minutes dont je vous parle, c'est un gars qui se met dans une piscine, qui met la tête sous l'eau sans bouger, en état de relaxation profonde, sans bouger un moindre muscle, et qui attend 10 minutes. Eux, ils vont nager en profondeur à 10 ou 20 mètres. Donc on parle de gens qui n'ont pas les techniques modernes, qui n'ont pas des équipements modernes, qui n'ont rien appris de moderne, mais dont le corps s'est adapté à pouvoir plonger
des dizaines et des dizaines de fois par jour, à 20 mètres de profondeur, qui peuvent rester plusieurs minutes remontés. Alors, ce que je viens de dire, c'est énorme parce que quand vous faites de l'apnée en club ou quoi, même les champions, ils doivent faire qu'un certain nombre de plongées à une certaine profondeur, pas plus qu'un certain nombre par jour, sinon ils mettent leur corps en danger. Ces gens-là, en Philippines, sont capables de le faire des dizaines de fois par jour, à des profondeurs très fortes, pendant de nombreuses minutes, sans aucun dommage. On a aussi, je crois que ça s'appelle les amas, qui sont ces femmes, j'espère que c'est bien le bon nom, AMA, ces japonaises, ces femmes japonaises, qui vont aussi plonger à 10-20 mètres, 30 fois, 40 fois, 50 fois par jour, pour ramasser je ne sais plus quoi d'ailleurs, des perles ou des huîtres ou des trucs marins. Et certaines de ces femmes, elles ont fait ça toute leur vie, et aujourd'hui, il y en a qui ont 50, 60, 70 ans, et il y en a même une, je crois, le record qui a 80 ans, et qui plonge plusieurs fois par jour, à des dizaines de mètres de profondeur, genre 20 mètres de profondeur, tout au long de la journée, plusieurs heures par jour. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce que ça ne nous montre pas les capacités fantastiques de l'être humain, qu'on ne soupçonne pas, nous, dans notre petit confort à l'occidental? Ça montre les grandes capacités d'adaptation du corps humain, en particulier à l'élément aquatique. Je pense que pratiquer ces choses-là, Michel Audin parlait de quand, dans les années 30, etc., il y a eu les premières voitures, les premiers congés payés, la première chose, c'est tout le monde allait au bord de la mer, et que tout le monde allait voir la mer. C'est ce truc d'aller voir la mer. Aujourd'hui, on voit, c'est les vacances, Michel Audin parle de ça. Les gens, ils vont à la mer, et vous voyez comment j'ai envie de dire, c'est atroce. Il y a juste un petit bout de place pour mettre ton petit bout de serviette, tu t'allonges sur ta serviette et tu regardes la mer, tu vas éventuellement tremper les pieds dans l'eau, mais il faut qu'on fasse ça, et ça nous fait du bien. Ça pourrait sembler dérisoire de dire je vais aller voir un petit bout de plage avec un petit bout de mer, je vais tremper mes pieds dans l'eau, mais rien que d'être là, ça fait du bien, parce qu'on vient tous de là. Toute vie vient de l'océan. L'océan, nous y sommes adaptés, notre corps est fait pour. Alors là, je ne vais pas parler de toute la théorie du singe aquatique, etc. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais bref, c'est quelque chose de fascinant. Alors, pour conclure tout ça, et faire le lien avec l'IMP. En IMP, on travaille sur les réflexes archaïques. On travaille sur les réflexes de vie. Mais il y a d'autres sortes de réflexes. Le but étant de travailler sur les réflexes conditionnés. Les réflexes dont je viens de parler, réflexes de vie, réflexes archaïques, sont des réflexes non conditionnés du nouveau-né. Ce ne sont pas des choses qu'on a appris. C'est spontané, c'est inné, c'est génétique. Mais le but de travailler sur tout ça, c'est de favoriser les réflexes conditionnés. Pour dire les choses autrement, c'est pour favoriser les apprentissages. Notre philosophie en IMP, c'est de dire que notre corps, notre cerveau, notre organisme est fait pour apprendre, est fait pour s'adapter, est fait pour évoluer. Et que dans la vie, si on veut être heureux, épanoui, en bonne santé, eh ben, plus on sera capable d'apprendre, plus on sera capable de s'adapter, plus ce sera le cas. La santé, c'est la capacité de notre système à s'adapter à l'environnement, y compris quand on est en présence d'agents pathogènes. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. C'est une forme d'apprentissage. Ça, le système immunitaire, il apprend en fonction des agents pathogènes. Le fait de s'adapter, c'est que notre cerveau apprend de nouvelles stratégies face à un environnement changeant. Notre corps apprend des nouvelles stratégies face à l'environnement changeant. Pour ça, il y a des mécanismes qu'on peut développer, des techniques dites de gestion du stress, la respiration étant une des plus efficaces. Donc en IMP, ce qu'on veut, c'est favoriser plus d'apprentissage, d'adaptation, de changement. Et pour ça, on travaille sur les réflexes archaïques, sur les réflexes de vie, et sur un réflexe qui fait partie d'une autre catégorie, qui sont les réflexes organiques, les réflexes viscéraux. Et le seul sur lequel on puisse travailler directement, c'est le réflexe de respiration. Mais en vérité, c'est le réflexe apnéique. C'est la capacité de réguler inspire, expire, rétention. Le fait de travailler sur ça, c'est un des meilleurs moyens de réguler énormément de compétences d'adaptation, de régulation du stress, de changement. C'est une des moyens, une des voies, que je disais, c'est une des voies royales de la gestion du stress. Et c'est une des choses qu'on a toujours intégrées en IMP, qui est quand on va faire des techniques de réintégration de réflexes, les bercements, les resets, les travails isométriques.
on doit toujours observer la respiration de la personne. Et dès qu'on s'aperçoit que la personne est en rétention respiratoire, on sait qu'on ne fait plus notre boulot. On sait que le mouvement qu'on est en train de faire n'est plus adéquat pour la personne. Donc on doit changer de mouvement, on doit changer de bercement, on doit changer de reset, on doit changer la manière de faire l'isométrique, on doit passer à des techniques tactiles par exemple. Et donc c'est quelque chose qu'on a toujours eu en tête. Mais là maintenant en IMP on introduit des techniques de respiration et des techniques de rétention de souffle pour aller plus loin dans la régulation du stress. Donc ça c'est des choses qu'on enseigne dans des ateliers et qu'on enseigne dans le stage, qu'on enseigne dorénavant dans le stage Né pour aimer, qu'on appelle parfois naissance, paralysie par la peur et attachement. Donc voilà différentes choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, les réflexes aquatiques. Je pense que le fait d'intégrer cette notion de réflexe aquatique à tout ce qu'on connaissait déjà dans le monde des réflexes, les réflexes archaïques, les réflexes de vie, ça change la donne. Ça va changer la donne. Et du fait, en IMP, du coup, on a révisé la manière de présenter les choses. On dit aujourd'hui qu'on a 4 piliers que j'aime bien présenter comme un grand X. Le X, c'est chez Denison le symbole de l'intégration, qui symbolise un croisement entre droite et gauche, qui symbolise la marche, qui symbolise le réflexe d'étoile à 6 branches. C'est ça que symbolise le X. Et bien ce X, il a donc 4 jambes, ou 2 bras et 2 jambes, si vous voulez voir ça comme ça. D'abord, il faut que je vous parle du centre du X. Le centre du X, c'est la curiosité, c'est l'attachement, c'est la sécurité. Ce sont les mots-clés, un peu dans la théorie polyvagale. Le mot-clé, c'est sécurité. Chez Michel Audin, c'était aussi ça, sécurité. Pour pouvoir créer un bon équilibre entre inhibition néocorticale et intégration des réflexes. Il parle de ça, évidemment, des réflexes archaïques. C'est majeur pour lui dans cette notion d'inhibition néocorticale. Donc au centre, nous, on appelle ça le paradigme éducatif, avec la curiosité, le jeu, la sécurité. Ça, c'est le centre. Et puis, on a les 4 jambes, qui sont les 4 grandes catégories d'outils qu'on peut utiliser en IMP. Parce que c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'on va utiliser avec les gens? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Qu'est-ce qu'on va leur faire? De quoi il va retourner dans leur vie quotidienne? Alors, la première chose qui semble la plus évidente, c'est les mouvements. Donc en IMP, on a à peu près 200 mouvements qu'on enseigne dans les différents séminaires, dans lesquels il y a les bercements, les jeux de sac de grains, les resets, des mouvements de brain gym, des mouvements qui nous viennent de plein de domaines, le travail que j'ai fait avec Cathy Baumann, avec Frank Forensich, le Systema, etc. Il y a tout un tas de mouvements. Première branche, le mouvement. Seconde branche, évidemment, c'est cette nouvelle branche que je voulais vraiment mettre en exergue et qui est très importante, c'est la respiration. Toutes les techniques en vrai, ventilation, travail sur la respiration, travail sur l'apnée, différentes techniques respiratoires, libérer l'espace ventilatoire. Donc ça, c'est la deuxième branche et elle est très importante. Et c'est pour ça qu'on voulait la mettre vraiment en exergue comme une branche à part entière. Troisième branche, ce sont les automassages. Les automassages et les techniques d'intégration tactile. Donc les automassages, c'est ce qu'on se fait à soi-même avec balle, ballon, bâton. Ça, c'est très important. Toutes les techniques d'automassage que l'on fait pour aller libérer les tensions corporelles, réguler tout un tas de choses. Et toutes les techniques d'intégration tactile. On a en IMP des techniques d'intégration tactile pour presque chaque réflexe archaïque et réflexe de vie. Et puis on a aussi des techniques d'intégration tactile du corps entier et des techniques d'intégration tactile du visage pour les réflexes du visage, réflexes faciaux. Et enfin, il nous reste les techniques dites de remodelage, dans lesquelles font partie des techniques tactiles d'ailleurs, mais les techniques de remodelage isométrique, sensorimoteur, ce sont toutes les manœuvres ou techniques que l'on va faire à la personne pour intégrer ses réflexes, c'est-à-dire inhiber les réflexes archaïques ou stimuler les réflexes de vie. Donc on a les remodelages, c'est la chose qu'on peut ne faire qu'en cabinet. On a besoin de guider la personne ou de lui faire des choses. C'est typiquement, par exemple, les techniques dites isométriques d'intégration des réflexes. Mais tout le reste, automassage, respiration
et mouvements sont des choses qu'on va pouvoir enseigner aux gens. Et donc là, on a des centaines de mouvements qu'on va pouvoir enseigner aux gens pour utiliser au quotidien. Donc vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Il y a 4 domaines, encore une fois, mouvement, technique ventilatoire, automassage et remodelage. Et 3 de ces piliers sont des choses qu'on va pouvoir faire au quotidien chez soi. Et la ventilation, les techniques de respiration sont un des piliers majeurs de l'IMP. Bien sûr, on travaillait toujours sur la respiration, mais ça n'avait pas été présenté de manière aussi claire et ce n'était pas formalisé. Et c'est dorénavant le cas dans la version, on va dire, 2026 de présentation de l'IMP. Et dans cette optique-là, pour clôturer un peu cet épisode qui est fort long, et je m'en excuse, dans cette optique-là, les réflexes aquatiques ont un rôle majeur. Cet élément aquatique, ces réactions liées au monde aquatique sont liées à la maternité, sont liées au stress, sont liées au contrôle ou à la régulation émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites ici, et donc c'est quelque chose qu'on va développer plus en IMP. On établit quelques collaborations, et je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir enseigner et apprendre qui va changer vraiment la donne par rapport à ce qu'on faisait avant. Alors c'est-à-dire c'est une petite couche supplémentaire, ça ne change rien de ce qu'on faisait avant, on va continuer à enseigner tout ce qu'on faisait avant de la même manière, simplement, nous, qu'on va travailler en séance individuelle, le fait de connaître ces notions-là, en particulier les réflexes d'apnée, ça peut changer beaucoup de choses et on peut enseigner beaucoup de choses aux gens qui va apporter, je laisse passer les voitures, une compréhension, on va dire, élargie des choses. Voilà, c'est surtout ça. C'est d'avoir une compréhension élargie des choses. Dans la pratique, c'est pas la révolution. On continue à faire ce qu'on faisait avant. Mais le fait d'avoir des techniques de respiration qui viennent s'insérer dans le cursus de formation d'IMP, je pense, change beaucoup les choses. Je ne pouvais plus ne plus enseigner ça. Je me rappelle quand j'ai créé l'IMP, on n'enseignait pas à l'époque les automassages. Et c'est quelque chose que j'utilisais au quotidien énormément. Et à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi il y a tellement de liens avec ce qu'on fait en IMP, avec le travail sur les réflexes, etc. On doit enseigner des automassages. Et ça apporte tellement de différences au travail que l'on fait au quotidien dans le cabinet. C'est une des forces de l'IMP. On a les techniques de régulation corporelle via les automassages. Les techniques de rééducation du mouvement de Denison, je l'utilisais tout le temps au quotidien dans mon cabinet. Pourquoi ne pas les enseigner dans les cours? Ça a l'air d'être pas directement lié au réflexe, et pourtant, ça l'est. S'il y a des tensions corporelles, je ne peux pas intégrer mes réflexes correctement. Donc il faut connaître des techniques sûres, sans danger, facilement praticables par tout le monde, de libération de tensions corporelles. Et les techniques dites de rééducation du mouvement de Denison et les techniques d'automassage, à ce titre-là, ont un impact majeur. Et ça, c'est une des grandes forces de l'IMP, de connaître ça. Donc je pense que l'IMP a vraiment ces 4 jambes, et elle peut se passer d'aucune: la respiration, les automassages, les mouvements et les remodelages. Alors qui sait, hein, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui vont apparaître plus tard. Là, je dis ça en rigolant, il n'y a rien derrière la tête, mais peut-être qu'un jour, il y aura 5 jambes. En tout cas, il y a ces 4 jambes, plus le centre, qui est la curiosité, le jeu, la sécurité, l'attachement, le côté émotionnel, qui est absolument majeur. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce long épisode, qui était un peu décousu, parce que ça nous amène à parler de plein de choses. C'est réflexe aquatique. J'espère que ça vous a néanmoins intéressé. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Puis on se retrouve sur le site officiel de l'IMP, reflex.org, avec un S à réflexe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de réflexes. Bonne journée.